Bon, bienvenue, de nouveau, bienvenue à tous. J'espère que le déjeuner s'est bien passé et que vous êtes donc en forme pour cet atelier du bloc 1 qui va décoiffer un peu, j'espère. Je fais un teasing. Merci Aurélie pour le teasing. Alors oui, donc effectivement, on a le plaisir de vous accueillir et d'animer toutes les trois cet après-midi le bloc de compétences 1, accompagnement du client selon les règles de déontologie. L'objectif de cet après-midi, donc, l'atelier va vous présenter quelques principes, des illustrations, et puis on espère partager avec vous un peu d'intelligence collective. Donc, je laisse Aurélie vous présenter nos 5 objectifs de cet après-midi. Alors, peut-être juste avant de présenter les 5 objectifs, je vais remercier mes 2 co-animatrices présentes aujourd'hui, Viviane Méchali et Lorena Crochemar, pour tout le travail réalisé. Parce que moi, je suis là, mais je suis là en appui, en soutien, voilà. Mais très honnêtement, elles ont fait l'essentiel du travail aujourd'hui. Donc voilà, je rends à César ce qui est à César. Alors, au niveau des objectifs de l'atelier, donc il y aura un bilan. Donc, vous avez normalement participé à un questionnaire préalable, et donc on va essayer un petit peu de débriefer pour voir un petit peu, ce que vous aviez déjà compris par rapport aux différentes ressources qui avaient pu vous être envoyées. On va présenter ce fameux bloc 1 avec toutes ses spécificités, les objectifs, les finalités. On travaillera aussi l'articulation entre le bloc 1 et les autres blocs. Je pense que vous avez compris depuis ce matin que les blocs, effectivement, ne sont jamais conçus de manière isolée. En fait, ils se répondent, ils se croisent, ils s'enrichissent. Avec la pédagogie spiralaire en plus. Et puis, on fera également une présentation d'une mise en situation professionnelle, donc justement impliquant une progression spiralaire, ce qui permettra effectivement de rendre ça peut-être un peu plus concret pour tout le monde. Et puis, on essaiera ensuite, dans une dernière étape, de travailler un atelier, sous forme d'atelier, vraiment là, ce sera beaucoup moins descendant, vous serez mis en activité plutôt par petits groupes, c'est ce qu'on avait dit, un atelier qu'on appellera donc un atelier de concassage. C'est pour ça que je vous disais, ça décoiffe un peu, pour questionner effectivement une séquence pédagogique au travers d'un certain nombre de verbes directeurs. Bon, on vous représentera ça tout à l'heure. Merci. Alors, pour poursuivre, donc effectivement, vous aviez un certain nombre de documents ressources pour l'atelier. Donc, d'abord, le référentiel du diplôme. Nous vous avions adressé le lien. Actuellement, il est déposé sur le site Vieille Éduc du groupe BTS et JN. Nous avons également prévu des versions papier éventuellement si certains collègues n'en disposaient pas. Ensuite, vous avez le guide pédagogique d'accompagnement qui donc aujourd'hui est déposé également sur la plateforme Vieille Éduc. Vous y trouverez la présentation La logique du référentiel de Mesdames Almimoff et Guyon, la présentation enseignée par les compétences que j'ai assurées lors de la première journée. Nous vous avions adressé une présentation sur le portfolio et des illustrations de pédagogie spiralaire, le tout accompagné d'un questionnaire numérique sur l'application WooClap. Je laisse Viviane vous présenter les éléments de réponse proposés par les participants. Je vous remercie. Alors merci Lorena de nous avoir présenté ces différents documents. Donc parmi les documents envoyés, nous avions le questionnaire qui était à renvoyer pour aujourd'hui. Donc ce questionnaire, c'est une auto-évaluation, c'est permettre à chacun, après la lecture et l'analyse des documents, de savoir si l'utilisation du référentiel qui est construit en bloc de compétences, donc c'est nouveau pour nous, bien de savoir si son utilisation est plus claire et plus aisée. Donc il n'est pas question de donner une correction, mais avant tout une grille de lecture sur l'articulation du bloc 1 et sur une nouvelle démarche pédagogique pour valider les compétences. Alors la première question de ce questionnaire portait sur la rédaction d'une phrase en mettant dans l'ordre 4 mots-clés: activité, compétences, indicateurs de compétences et savoir. Mots-clés que nous connaissons, mais qu'il va falloir utiliser et articuler différemment pour que nos étudiants acquièrent et développent des compétences. Donc tout simplement, l'étudiant en BTS-CJN, il réalise une activité en s'appuyant sur des savoirs afin de développer des compétences qui seront évaluées à l'aide d'indicateurs de compétences. Alors, pour illustrer
cette belle phrase, on va prendre l'activité 1 du bloc de compétences 1 qui est explication au client du statut d'officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire. Alors pour cela, eh bien, en fait, on va s'appuyer sur des savoirs associés qui sont la mission de service public, rendre un même service d'État sur l'ensemble du territoire, lui offrir des prestations notariales qui vont dans certains offices au-delà des prestations cœur de métier, dans un cadre déontologique, avec des règles déontologiques telles qu'elles sont définies dans le règlement intercours. Et donc, l'exercice de cette mission, eh bien, elle engage des responsabilités professionnelles. Et cette mission de service public, elle sera d'autant mieux appréhendée par l'étudiant s'il a une compréhension claire de l'organisation professionnelle et du maillage territorial de la profession. Ça permet donc de développer, d'être capable de comprendre le principe de la délégation de la puissance publique par celle d'autorité descendante qui lui est confiée lors de sa prestation de serment. Et pour évaluer cette compétence, on s'appuiera sur des indicateurs de compétences. Donc, ma compétence, comprendre le principe de délégation de la puissance publique, eh bien, on va s'assurer que notre étudiant en BTS-CJN sait expliquer le rôle du notaire. Et comme on l'a vu ce matin, eh bien, il y a la connaissance, mais il y a aussi la compréhension, et on comprend quand on sait expliquer avec ses mots. Donc, c'est ce qu'on va s'attacher à développer auprès de nos étudiants. La deuxième question, eh bien, c'était le portfolio. Alors, le portfolio, c'est effectivement un outil nouveau pour nous, professeurs en BTS CJN, mais en fait, les BTS qui ont été rénovés, donc qui sont construits maintenant en blocs de compétences, ce sont des BTS qui utilisent cet outil, le portfolio. Alors le portfolio... Ah bon. Le secret, c'est le médecin sur le moment. Bon, okay. Merci. Donc le portfolio, c'est un outil pour nous, professeurs, mais c'est surtout un outil pour l'étudiant. L'étudiant, il va le construire tout au long de sa formation. Et c'est un outil dans lequel, en fait, il va laisser, c'est ce que dit en fait Jacques Tardif, et je trouve que c'est une définition qui est très intéressante parce que il va laisser des traces tout au long de sa formation. Donc ces traces, on va le voir au cours de cet après-midi, eh bien ce seront des tâches et des tâches qui peuvent se concrétiser tout simplement par des capsules audio, des capsules visio, ou même on a parlé de traces écrites ce matin. Eh bien, vous avez toute variété de traces écrites qu'il va pouvoir déposer dans ce portfolio. Portfolio qui est numérique. Donc là, on parle d'un portfolio qui va être donc évolutif, qui va pouvoir être partagé avec son tuteur, son professeur, et mise à jour régulièrement. Voilà. Donc, alors, on avait cette question 3 alors, qui revient sur cette fameuse progression spiralaire. Et en fait, on a voulu vous donner un exemple de progression spiralaire. Et là, progression spiralaire au sein de l'activité 1. Et on va voir que, alors, qu'est-ce qu'on entend, parce qu'on a beaucoup parlé, mais on va peut-être plus précisément en parler en illustrant à travers le bloc 1. Mais la progression spiralaire, à ne pas confondre avec la progression circulaire. Donc, progression spiralaire, on y va étape par étape et on introduit régulièrement une variable pédagogique. Mais c'est ce que vous faites actuellement quand vous êtes face à vos étudiants, intuitivement. Eh bien, vous mettez un petit élément qui va les déséquilibrer, mais qui va les engager dans leur processus d'apprentissage et surtout dans leur processus d'acquisition de compétences. Donc, on part de l'activité 1. L'activité 1, donc présentation toujours de la mission de service public, pour développer
à l'intérieur de cette compétence, de cette activité et de la tâche 1, la compétence 1 qui est que l'étudiant arrive à comprendre le principe de délégation de la puissance publique. Donc cette compréhension, elle va s'acquérir palier par palier et elle sera, en tout début d'année, elle sera partielle pour arriver en fin de deuxième année, et même on l'espère bien sûr avant la fin de la deuxième année, totale, pleine, entière, et puis pour qu'il puisse prendre appui et donc même aller plus loin, puisqu'on parle d'expliquer les composantes de la taxation de l'acte. Donc là, on avait un exemple à travers cette question qui était un exemple de progression spiralaire intra-activité 1. Et là, on est sur l'activité 2, donc avec développement de compétences, développement de compétences 3. Alors, je n'arrive plus trop, je vois pas trop. Ah oui, instaurer une relation de confiance avec le client. C'est vrai que si l'étudiant maîtrise et a une vision claire du rôle de notaire, et puis de son rôle à lui, il pourra mieux instaurer une relation de confiance avec le client. Le client ressentira l'aisance qu'il a vis-à-vis de ses tâches. Et pour assurer, bien sûr, la sécurité des données, puisque, en fait, tout ça va se faire dans le respect des règles déontologiques que la profession impose. On passe à la question 4. Alors là, c'était juste, on a voulu, en fait, vous poser cette question parce que, comme vous l'avez remarqué, avec les problèmes d'impression, comme on a une lecture horizontale de ces blocs, quelquefois, les indicateurs de compétences ne sont pas vraiment face aux tâches à réaliser. Donc, c'était tout simplement ça, un repérage des règles. Donc, pour l'activité 1, la tâche 3, eh bien, les indicateurs de compétences sont l'identification des différents éléments et la distinction des émoluments et des honoraires. Question 5. La question 5 portait sur quel bloc le bloc 1 prenait appui. Il prend appui, en fait c'est même pas il prend appui, c'est il irrigue le bloc 2 et le bloc 3, puisque vous l'avez vu ce matin, vous avez bien vu dans les présentations du bloc 2 et du bloc 3, il y avait vraiment une transversalité avec le bloc 2 et le bloc 3. Et puis, alors après, la dernière question, c'était une question ouverte et je laisse la parole à Lorena et puis à Aurélie. Alors, donc effectivement, nous vous avions proposé en question 6 une question ouverte pour vous permettre un petit peu de faire état de vos questionnements. Donc, c'était en choisissant de suivre l'atelier sur le bloc 1. Qu'est-ce que vous souhaitez questionner et découvrir par rapport à vos gestes professionnels de conception de séquences. Donc là, le petit nuage de mots est une petite synthèse des personnes qui ont donc répondu à cette question 6. Et d'ailleurs, nous remercions vraiment les participants d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Et de ce fait, on va se poser quelques instants pour répondre un petit peu à ces éléments que vous nous avez donc évoqués comme retour. Donc, premièrement, on avait donc une remontée sur les attentes de ce bloc, de cet atelier, de cet après-midi. Vous espériez un atelier avec des présentations de séquences, des choses concrètes, etc. Donc, comme on vous l'a réexpliqué ce matin, le CRCF, qui sera donc le lieu de dépôt des documents, des séquences, etc. Bien sûr, l'objectif est de proposer des séquences validées par l'inspection. Ce sera le cas. D'accord, cet après-midi, vous n'allez pas repartir avec une séquence clé en main. N'en soyez pas déçus. Il est bien déjà vous que vous entriez dans la matière et de ce fait,
comme tout bon enseignant, de toute façon, vous allez vous réapproprier tout ce qui sera déposé sur le CRCF. Et donc, notre mission, on l'espère, c'est de vous accompagner dans la logique de ce bloc. Mais bien sûr, hein, on a réfléchi à des scénarios, à des situations qu'on vous présentera. Ensuite, dans votre deuxième attente, c'était sur l'outil, l'usage des outils numériques, hein, la création du portfolio. Donc, ces éléments seront présentés plus en détail la journée du 7 juin, qui est donc consacrée à la certification. C'est pareil, hein, ne soyez pas impressionnés par l'usage des outils. Moi, j'ai une règle parce que j'aime beaucoup les outils. Il faut faire simple. Il faut faire simple. Ne commencez pas à avoir de l'angoisse par rapport à cela. Et j'espère vous démontrer rien que les outils de l'ENT à ce jour nous permettent de faire des choses intéressantes, très intéressantes. Donc, n'ayez pas peur de l'outil avant. Comprenons ensemble, parce que nous, en notariat, le portfolio est nouveau. Donc, essayons de comprendre ensemble ce qu'on peut faire pour que ce soit en fait un document qui soit au service de nos étudiants pour leur employabilité. Moi, ce que j'aime dans ce concept, c'est de se dire que je dispose d'un document plus qu'un CV, quelque chose de dynamique que je peux envoyer lorsque je candidate, que je peux adresser pour ma poursuite d'études. Donc, voilà, pour les outils, en tout cas pour le 7 juin, on vous proposera des outils, mais des choses diverses et variées, RGPD, mais aussi des choses simples. Oui, sur le portfolio, c'est vrai, on a l'expérience, je crois que, je ne sais plus, c'est Viviane qui en a peut-être parlé, à moins que ce soit Anne ce matin, mais on a l'expérience d'autres BTS où ça a déjà été utilisé et où on a eu la bonne surprise de constater que il y avait une vision effectivement acquisition des compétences, garder trace de ce qui avait été fait par l'étudiant. Mais si je prends par exemple le BTS SAM où ils utilisent également un portfolio, alors dans une logique un peu différente de la nôtre, elle est moins dans le cadre d'une épreuve, mais en même temps, elle est énormément utilisée par les étudiants dans le cadre de leur recherche de stage, qu'il s'agisse de stage BTS, mais même au-delà, c'est-à-dire y compris après dans leur poursuite, alors soit d'études, soit d'insertion professionnelle. C'est un outil effectivement qui vient en complément du CV et qui les valorise d'une autre manière, c'est-à-dire c'est un outil qui leur permet de montrer ce qu'ils sont déjà capables de faire. Donc c'est vrai que ça peut aussi être un outil de communication pour eux. Tout à fait. Donc ça recoupe les éléments que vous avez donc évoqués sur la certification et l'évaluation. Concernant l'évaluation par compétence, parce que un des participants a dit « j'aimerais avoir une séquence pédagogique qui inclut un exemple d'évaluation par compétence ». Je vais vous proposer un modèle qui n'est absolument pas une règle imposée. On est dans la réflexion, mais voilà, pour vous montrer qu'on a des outils simples qu'on trouve dans le socle commun à l'éducation nationale. Déjà, on a déjà, pareil, il y a beaucoup d'écrits sur l'évaluation par compétences. Voilà, mais voilà pour vous donner des idées. Sur la didactique et la pédagogie, donc voilà, les attentes, c'était donc la proposition de séquence. Et donc, on va vous proposer donc cette activité de concassage pour entrer justement dans la démarche de didactique et pédagogique pour aborder ce bloc 1. L'articulation entre les blocs, Aurélie, tu vas en parler. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu ce matin, c'est que le bloc 1, il a une place un petit peu à part. À la fois la déontologie et la communication et toutes les règles un petit peu de savoir-être s'y retrouvent. Et puis en même temps, c'est jamais dissociable en réalité du fond. Et donc quand on va traiter un dossier dans le cadre du bloc 2 et dans le cadre du bloc 3, il s'agit de ne pas oublier ce qui a pu être fait dans le bloc 1. Donc il y a ce premier mouvement du bloc 1 qui nourrit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le bloc 2 et le bloc 3. Et puis il y a un mouvement de balancier aussi, c'est qu'il y a des situations que l'étudiant va pouvoir rencontrer dans le cadre du bloc 2 et du bloc 3 qui vont pouvoir peut-être donner lieu justement à un travail dans le cadre du bloc 1. Mais ça, je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà. Tout à fait, on va y revenir juste après. Et puis en dernier, il y a eu quelques remontées sur la mise en œuvre du bloc 1, des questions
posée telle qu'elle, quid du co-enseignement, de la gestion du stage, quid des relations avec les professionnels. Donc Madame Gagné a répondu ce matin à la problématique de la gestion du stage. Concernant le co-enseignement, je pense que les équipes ont toujours le loisir de s'organiser et les relations avec les professionnels sont plus que jamais, je pense, à organiser et à maintenir. Lorena, sur le co-enseignement... Oui, le terme pas co-enseignement, oui, j'ai peut-être pas utilisé le bon terme, mais... Oui, vas-y, je t'en prie. Co-enseignement, je crois qu'il faut être relativement clair. Co-enseignement, ça veut dire 2 enseignants pour une même classe sur une même heure. Donc ça veut dire, je vais être très comptable, ça coûte 2 fois plus. Donc si on fait du co-enseignement, ça veut dire qu'on enlève des heures ailleurs. C'est pas prévu. Donc le co-enseignement n'est pas prévu sur le bloc 1. Co-enseignement, dans le sens 2 enseignants en même temps dans la même classe. On est bien d'accord. Et comme sur les autres blocs, il n'y a pas de co-enseignement dans le BTS, collaborateur juriste notarial. Voilà. Comme ce que l'on peut voir, par exemple, en enseignement professionnel, où là, il y a du co-enseignement entre matière générale et matière professionnelle. Là, ce n'est pas le cas dans ce BTS-là. Voilà. Merci Anne pour cette précision, parce que justement, le terme, pour moi, co-enseignement, dans ma tête, c'était plutôt, je le voyais comme... on organise ensemble une progression et pas effectivement le terme technique et comptable qui est tout à fait autre chose. On peut penser à plusieurs une progression, mais la comptabilité, ça permet des fois de clarifier les choses. Merci. Sur la gestion du stage, Anne a répondu ce matin. On sait que dans certains... Enfin, ça dépend de la zone géographique dans laquelle vous êtes et des relations que vous avez avec les études autour de vous. Mais ça peut devenir parfois assez compliqué de trouver des lieux d'accueil. Alors en plus, il y a eu la période Covid qui a pu générer un certain nombre de difficultés. En tout cas, dans mon académie, ça a été le cas pour un certain nombre de jeunes. Donc il me semble important quand même de rappeler, et que tout le monde l'entende, c'est que ça n'a pas vocation à être porté par un seul professeur. Anne l'a dit ce matin, c'est pas parce que effectivement, on prend en charge le bloc 1, que la responsabilité de l'intégralité du suivi de stage, du fait de se déplacer dans les études pour rencontrer, etc., pèse sur le professeur qui enseigne le bloc 1. Voilà, ça c'est quand même très très important de le rappeler. C'est bien quelque chose qui est partagé, donc qui doit être à mon avis conçu en équipe au départ sur qui fait quoi. Alors certes, le professeur du bloc 1, il a probablement vocation à suivre un peu plus au niveau de, est-ce que tout le monde a bien préparé sa lettre de motivation, etc., son CV, est-ce qu'il s'est bien déplacé pour aller rencontrer des gens, enfin, ce suivi-là, d'accord, mais après, par exemple, même sur la lecture des lettres de motivation ou la relecture des CV, c'est quelque chose qui peut aussi se partager. Voilà. Je voulais vraiment le rappeler parce que je sais que parfois, dans certaines équipes, ça peut être un sujet un peu d'interrogation, de doute et de crainte. Même dans mon académie, on me l'avait fait remonter. Donc voilà, je voulais vraiment le redire. Donc voilà pour faire un peu le retour sur le questionnaire qu'on vous avait donc adressé. Et merci encore d'y avoir répondu. Aurélie, je te laisse présenter donc la genèse du bloc. Alors effectivement, la genèse de ce bloc 1, entre la dernière visio et puis la présentation de ce matin, voilà, vous savez effectivement déjà, vous avez déjà quelques éléments de compréhension de cette genèse. Alors effectivement, au départ, c'était quand même une demande forte de la profession. Parce qu'ils souhaitaient qu'un certain nombre de dimensions apparaissent dans le nouveau référentiel. Notamment des éléments liés au numérique, par exemple, des éléments liés au respect de la déontologie, le secret professionnel et voilà, des préoccupations très concrètes. Vous savez, l'anonymat, ne serait-ce quand on va passer des épreuves et qu'on utilise des documents de l'étude. Enfin voilà, les notaires avaient effectivement une préoccupation majeure par rapport à ça. C'est logique au regard de la responsabilité qui pèse sur eux. Et donc, ils souhaitaient que nos collaborateurs, collaborateurs juristes notariales, maintenant je dois dire, j'ai encore un peu du mal, soient vraiment sensibilisés, formés à ça et qu'ils aient une bonne compréhension. Au niveau des enjeux aussi, ce qui était important pour eux, c'était que vraiment, il y ait une très bonne perception de la mission de service public du notariat qu'ils assument. C'est vraiment quelque chose, quand il y avait eu un certain nombre d'interviews vis-à-vis des notaires, qui étaient ressorties de manière très très forte.
Et puis, donc, dans les objectifs, alors je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais embrasser les évolutions de la profession, et donc notamment ce virage numérique très important, avec effectivement la dématérialisation des actes, et puis... Enfin, finalement, ça irrigue. Enfin, voilà, même pour remplir un certain nombre de formalités, maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de le faire en ligne. Donc, si vous voulez, le référentiel, il a essayé de prendre en compte ces évolutions-là. Et donc, ça veut dire aussi que dans notre formation, on doit avoir cet aspect numérique qui doit être beaucoup plus affirmé qu'il ne l'était avant. La communication auprès de la clientèle. Alors la communication, là c'était déjà quelque chose auquel on sensibilisait nos étudiants, mais il est vrai que la communication, elle passe aujourd'hui par différents canaux. Il y a très très longtemps, on n'était vraiment que sur de l'écrit. Maintenant, on échange des mails avec les clients. Il y a de l'accueil face à face. Et donc c'est vrai que quelque part aussi, nos jeunes parfois, ils sont un peu démunis par rapport au code, à la manière de répondre, etc. Parfois même sur des choses qui nous semblent pour nous assez évidentes. Et pourtant, là encore, il y a des besoins de formation importants là-dessus. Même si ce bloc 1 ne doit absolument pas être réduit à un bloc communication, on le redira tout à l'heure. Et puis, mettre en lumière effectivement la pédagogie liée à la transmission des informations auprès des clients et du grand public. Les notaires, ils ont aussi cette préoccupation de communiquer sur leur profession. D'ailleurs, vous savez, très souvent, on entend les frais de notaire, ce qui suscite des incompréhensions de la part du public qui a l'impression que tout ce qu'on donne, ça va tout dans la poche du notaire. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais ils ont besoin aussi qu'on comprenne. J'aimais bien la petite comparaison avec l'iceberg là ce matin. Ils ont besoin aussi qu'on comprenne les missions importantes que réalise le notaire et tout le travail qui est engagé, y compris sur des dossiers qui peuvent de prime abord apparaître simples. Et donc ça veut dire aussi qu'un collaborateur juriste notarial, il est en capacité d'expliciter à un client des choses simples. On n'est pas sur de la technicité d'un niveau Bac+5, c'est pas ça, mais qu'il soit en capacité de répondre à des interrogations légitimes parfois du client. Merci. Bien. Donc, nous allons vous rappeler les principes généraux du bloc pour entrer dans le cœur du sujet. Donc, d'abord, au niveau des principes, donc j'espère que, ce qu'on souhaite vous faire comprendre d'abord, c'est que c'est effectivement un bloc sur les compétences et savoirs transversaux aux 2 blocs cœur de métier qui ont été présentés ce matin, famille et IMO. Et ensuite, il prend appui donc sur des activités professionnelles qui vont être présentées également dans les autres blocs. Et comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, il n'a surtout pas vocation à être réduit à un bloc dit communication, parce que peut-être que le terme accompagnement du client qui est dans le titre peut prêter à confusion, mais même si effectivement les actions de communication prennent une place importante. Ensuite, au niveau de l'approche de l'enseignement, pour recouper les éléments dits depuis le 11, donc on va rentrer par des mises en situation contextualisées et didactisées. Surtout, on verra qu'en début d'année, les étudiants n'ont pas encore fait de stage, donc c'est à l'enseignant de proposer des mises en situation didactisées. Donc elles vont être créées ou au fur et à mesure issues de stages, donc effectivement pour simuler le réel d'un collaborateur de notaire, avec l'idée d'une complexification croissante et une montée en compétences progressive des étudiants. Nous avons donc évoqué la problématique de l'usage du progiciel lorsque les établissements en sont dotés. Elle est vivement recommandée. Et bien sûr, la fameuse mise en place de la pédagogie spiralaire. Au niveau des concepts et notions, donc la transmission des savoirs associés va se faire par le cadre professionnel, déontologique et législatif, et les savoirs vont être transmis à travers les scénarios, les mises en situation, etc. Et l'idée à garder en ligne de mire, c'est que dans les situations proposées, il faut idéalement que l'étudiant soit mis en situation d'accueil du client, justement, et qu'il puisse maîtriser les règles de la communication dans le respect des règles de déontologie et pour le suivi des dossiers.
Concernant les périodes de formation en milieu professionnel, donc elles prennent une place très importante. Hein. Elles permettent l'enrichissement des scénarios de mise en situation professionnelle. Elles permettent aussi l'évaluation de la montée en compétences des étudiants. Et puis, elles exigent une véritable coopération entre l'étudiant, le tuteur et l'enseignant, puisqu'il faut également envisager la constitution du portfolio. Donc ce portfolio dont on a déjà évoqué quelques éléments lors du dépouillement de la question tout à l'heure, hein, et sur lequel on reviendra le 7 juin. Et également, pour la certification, on rentre donc sur une validation au fil de l'eau, mais ces éléments seront donc présentés le 7 juin. Donc voilà pour les principes généraux, et je laisse la parole à Viviane. Oui, alors donc Lorena vous a présenté donc les principes généraux du bloc 1. Moi, je vais vous présenter en fait de manière plus précise le contenu de ce bloc 1. Donc ce bloc 1, il est composé de 3 activités déclinées donc en 12 tâches. Et donc ces 12 tâches s'appuient sur la compréhension de la mission de service public et de délégation de puissance publique. Il faut bien comprendre que ce sont les bases de l'activité notariale, et c'est dès lors que l'étudiant en BTS CJN maîtrisera donc ces deux concepts, ces deux missions, qu'il pourra monter en compétences et donc nous l'engager à monter en compétences et à mettre en œuvre cette fameuse pédagogie spiralaire. Donc on part effectivement de la première activité, puisque il faut bien commencer l'année. On commencera l'année par la réalisation des 3 tâches, au moins la première tâche de l'activité 1, qui est la présentation de la mission de service public du notaire et de son utilité dans le traitement du dossier. Donc ça signifie que là, l'étudiant n'a pas encore été en stage, donc il ne connaît pas l'office, il ne connaît pas l'organisation de l'office. Donc c'est à nous, à partir de situations didactisées, de lui proposer la réalisation de tâches. Vous voyez que là, on va être dans une complexification à l'intérieur même du bloc 1. Donc, soit on fait cette complexification de manière linéaire, on réalise l'activité 1 et puis la tâche 1. On peut passer donc ensuite à la tâche 2 qui va nous permettre de le mettre en situation de communication professionnelle. Bien entendu, pas uniquement ne faire avec les étudiants que de la communication, mais faire en sorte qu'ils puissent développer des compétences par exemple la conduite des échanges avec les clients, en identifiant les besoins du client. Et on peut aller même plus loin, développer des compétences à travers la réalisation de l'activité 3. On n'oublie pas que tout au long de sa formation, de ces 2 années, il faut que l'étudiant laisse des traces de son engagement, de l'acquisition de ses compétences, et donc il va falloir nourrir le fameux portfolio. Donc c'est comme on vous le disait, donc il va déposer des traces écrites, audio, visio, et à vous aussi de l'engager à réfléchir sur justement la réalisation de ces tâches, prendre du recul. Ça fait partie aussi de cette pédagogie qui va lui permettre de monter en puissance tout au long de ces 2 ans. Oui, je voulais juste vous faire remarquer, c'est un détail, mais ça m'a frappé. On le voit bien sur l'activité 3, l'activité à la veille juridique nécessaire, ça doit être au suivi du dossier, j'ai un peu de mal à lire. On voit bien que cette activité de veille, on la retrouve aussi dans le bloc 7. Donc il y a vraiment des activités, effectivement, qui vont être travaillées dans des blocs différents. Mais tout le travail de méthodologie sur le bloc 7 que vous avez pu faire sur la veille, il a vocation effectivement à être réexploité ici dans l'activité
3. C'est un exemple encore typique de transversalité finalement entre les blocs. Alors justement, oui, c'est vrai, sans transition. Donc voilà, l'articulation entre ce bloc 1 et les autres blocs, donc c'est important de bien le comprendre. Alors j'en ai un petit peu déjà parlé tout à l'heure au niveau de l'introduction, mais par exemple par rapport au bloc famille et au bloc IMO et entreprise, effectivement ce sont le bloc 1 et le bloc 2 et 3 ont vocation à se répondre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la déontologie, le respect des règles de la communication, on ne les oublie pas quand on travaille dans le bloc 2 et dans le bloc 3. Et puis effectivement, il y a des situations, des activités ou des mises en situation du bloc 2 et du bloc 3 qui peuvent être retravaillées sous un angle différent dans le cadre du bloc 1. Et puis certaines notions toutes simples, extrêmement importantes, mais je dirais fondamentales, comme la notion d'acte authentique, elle est vue prioritairement effectivement dans le bloc 1. Et évidemment, on s'en resserre dans tous les blocs après. Et effectivement, pour le bloc 7, c'est à peu près la même logique aussi. On a des concepts qui se rejoignent et qui se retrouvent, soit en prérequis, je l'ai dit tout ce matin, soit effectivement en éléments qu'il faut de nouveau retravailler quand on les revoit. Tout dépend effectivement des progressions qui sont mises en place. Et puis, par rapport au bloc 8, alors là, il y a un petit point de vigilance à avoir. Donc, certains savoirs du bloc 1 vont être effectivement tout à fait, certains savoirs et compétences vont être tout à fait réexploités dans le cadre du bloc 8. Mais ce qui est important, et un petit point de vigilance que nos collègues du bloc 8 nous ont fait remonter, c'est qu'effectivement, il doit y avoir une concertation finalement entre les enseignants qui assurent ce bloc 1 en première année et le futur enseignant du bloc 8, puisque lui, il a lieu en deuxième année. Parce que quand les jeunes vont partir en stage, c'est souvent en fin de première année, ça serait bien qu'ils récupèrent un certain nombre d'éléments pour pouvoir nourrir le cours du professeur qui va prendre en charge le bloc 8 en deuxième année. Et là, du coup, c'est vrai que ça suppose une concertation et un échange. Qu'est-ce qu'il a vocation à regarder dans son étude en termes d'éléments managériaux, d'organisation, d'environnement économique, de dossiers, de répartition des dossiers dans l'étude, d'organisation. Bref, il y a tout un certain nombre de points qui sont effectivement à regarder plus particulièrement en fin de stage de première année pour nourrir le bloc 8 et donc faciliter le travail du professeur sur la seconde année. Merci. Donc, pour poursuivre, nous allons donc entrer dans la démarche pour vous présenter donc une mise en situation professionnelle impliquant une progression spiralaire. Pour rappel, les éléments clés de l'enseignement par compétences et de la progression spiralaire. Je vous ai rappelé ici la définition d'une situation. Pour qu'on ait un consensus dessus. Également, on en a parlé, une définition de la progression spiralaire, celle de Brunner et Astolfi, et puis la notion de variable didactique, qu'est-ce que c'est? Donc, en termes de complexification des scénarios, pour une montée en compétences, on a donc 3 possibilités qui s'offrent à nous avec le bloc 1. D'abord, une complexification intra-activité. J'ai envie de dire, c'est tout simplement suivre dans les tâches telles qu'elles sont dans chaque activité. Ensuite, une complexification interactivité. Donc je vais croiser l'activité 1, 2 et 3. Et dernier cran, c'est la complexification interbloc de compétences, puisqu'au fur et à mesure, en fonction de l'avancée de la formation, le bloc 2 et 3 va pouvoir permettre au bloc 1 d'enrichir les mises en situation professionnelle et donc de coller au plus près à l'activité du collaborateur à l'étude. De ce fait, on vous avait adressé 2 documents qui vont être la base de notre réflexion aussi dans l'activité tout à l'heure, dans lesquels on a commencé à réfléchir donc à cette progression spiralaire. Donc je laisse Viviane vous présenter la première proposition. Oui, alors la première proposition, en fait, puisque là on est une progression spiralaire interbloc, donc on va partir du bloc 1 pour aller vers le bloc 2. Donc une montée en compétences, on part des compétences initiées dans le bloc 1 pour aller vers le bloc 2, le bloc comme vous l'a dit Madame Lemarchand ce matin, bloc famille, puisqu'il sera réduit. Il a une dénomination
qui est conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, mais sera réduit certainement au bloc famille. Alors, en fait, on va se situer en début de première année. Début de première année, l'étudiant n'est pas encore parti en stage. Hein. Donc, c'est effectivement au professeur d'initier donc des situations didactisées et pour développer donc la compétence de compréhension du principe de délégation de la puissance publique, qui, je vous rappelle, c'est donc l'activité 1, dans l'activité 1, la tâche 1. Eh bien, en fait, on va tout simplement lui proposer de réaliser des tâches de découverte du métier du notaire. Alors, ça peut être découverte du métier du notaire en comparaison avec d'autres professions juridiques. Ça peut être aussi à partir de textes. Hein. Je pense à l'ordonnance du 2 novembre 1945 où on a les différentes missions. La mission principale du notaire qui est définie. Et on peut demander donc à l'étudiant soit de faire... alors, on peut reprendre comme trace écrite les exposés, une infographie aussi sur cette progression, sur ce métier. C'est aussi, c'est aussi l'occasion hein, peut-être d'exposer et puis de montrer, de présenter le BTS CJN au sein d'un établissement, puisque si on arrive octobre, novembre, eh bien, les lycéens sont aussi sensibles à leur orientation et donc on peut initier. Moi, je vois dans notre lycée, on le fait. Hein, les étudiants de BTS vont présenter aux lycéens le BTS, donc ils doivent connaître ce qu'est le métier de notaire. Et là, c'est l'occasion donc de réaliser des tâches qu'ils vont déposer hein, dans le portfolio et qui vont permettre à ces étudiants de développer des compétences. Voilà. Alors là, on est donc en première année, on reste sur le bloc 1. Et puis en fin de première année, eh bien, l'étudiant aura été en office notarial. Donc ce sera l'occasion pour lui soit d'être face au client ou même en observation tout simplement. Et on a choisi de complexifier avec le bloc 2 et donc le thème de désunion. Donc, en fait, il va être mis en situation professionnelle de communication, là, et fort de la maîtrise hein, des compétences acquises lors du bloc 1, il sera à même d'adopter une posture, un comportement dans le respect des règles déontologiques, hein, mais qui lui permettra de cerner, d'identifier les besoins du couple, du projet du couple hein, de désunion. Donc c'est pour lui aussi l'occasion hein, de ce que l'on fait aussi actuellement, hein, de lui montrer qu'il faut qu'il justifie les démarches qu'il aura à faire dans le cadre de ce type de dossier. Et cette justification, pareil, il le déposera dans son portfolio. Alors le portfolio, bien, on voit qu'il se nourrit, il s'enrichit au fur et à mesure de sa formation. Ce sera à nous et à lui aussi de sélectionner donc les traces qui seront les plus pertinentes pour montrer l'acquisition de ces compétences. Donc on voit bien en fait qu'entre la première et la deuxième année, il y a une complexification des tâches, une montée en puissance des compétences de façon à passer à acquérir donc de partir des compétences acquises du bloc 1 pour acquérir celles du bloc 2. On illustre, hein, on irrigue et donc là on a une progression spiralaire interbloc. Donc j'ai illustré en bloc famille, pardon, et donc Lorena va vous proposer ce qu'on peut faire en immobilier.
Merci Viviane. Donc effectivement, on avait également mené une réflexion sur la complexification entre le bloc 1 et le bloc 3 en immobilier. Donc effectivement, on se retrouve en première année et c'est cette situation qu'on va un peu plus voir en détail tout à l'heure, où les étudiants arrivent dans la formation et l'objectif est de leur permettre de valider la compétence, comprendre le principe de la délégation de la puissance publique. Et ce travail se fait à l'aide donc la compétence, enfin le travail, la mise en situation étant de les amener à rédiger une plaquette d'information sur le rôle du notaire. Et ce travail, cette mise en situation professionnelle est prétexte à faire un certain nombre d'étapes, comme la découverte de l'organisation d'un office, faire des recherches sur les professions juridiques, la validation des sources, et puis et en fin de compétences, la réalisation de l'infographie. Ces différentes missions confiées peuvent donc permettre la constitution du portfolio. Et à partir, donc ça c'est un travail qu'on mène en première année, en début de formation, et avec le bloc immobilier, étant donné que par rapport à la progression, la suggestion de progression qu'on vous a proposée ce matin, au fur et à mesure, on avait dit on présente les opérations immobilières, les baux, ensuite les contrats préparatoires. Donc en fait finalement très rapidement on a de la matière pour faire de la complexification avec le bloc 3, puisqu'assez rapidement, on peut, par exemple, en utilisant les contrats préparatoires, on peut déjà mettre en lumière le rôle du notaire et sa mission de service public en montrant, par exemple, la différence du rôle du notaire avec, par exemple, un agent immobilier lors de la rédaction d'un contrat préparatoire. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin, la complexification finalement peut arriver assez rapidement en s'appuyant sur le travail qui est mené par le bloc 3. Et donc, c'est ce qu'on vous propose ici j'ai mis fin de première année, mais finalement, ça peut être même milieu de première année rapidement. On peut transposer et voir si l'étudiant a vraiment compris et être capable de décontextualiser et transférer cette compétence d'expliquer la mission de service public du notaire qu'il aura découvert dans le bloc 1, et lorsqu'on le recontextualise dans une autre situation professionnelle liée au contrat préparatoire, être capable de vraiment expliquer cette mission de service public, ce qui fait la différence entre ce que le notaire qui va être rédacteur d'un contrat préparatoire et par exemple un agent immobilier qui va rédiger un acte sous signature privée. Donc c'est un autre exemple qu'on vous a proposé pour vous montrer aussi la complexification qu'on peut faire entre les blocs. Pour rentrer dans le vif du sujet, pour rappel, le 11, je vous avais proposé ce schéma, qui est donc l'illustration pédagogique de l'approche par compétences. Je vous rappelle donc le processus donc avec les différentes étapes. On va partir de la situation donnée, qui va être donc représentative de la mise en œuvre d'une pratique professionnelle. Et donc ici, notre situation de départ qu'on va voir tout à l'heure, la mission qui va être confiée à l'étudiant, c'est la rédaction de la plaquette de présentation du rôle du notaire, et donc ce qui lui permet de mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente, puisque l'étudiant doit être en mesure, dans le bloc 1 en tout cas, d'assurer une présentation de la mission de service public de notaire et de son utilité dans le traitement de son dossier au client. De ce fait, on va mobiliser des ressources appropriées. Donc, je vais vous montrer, j'ai sélectionné un certain nombre de ressources qu'on peut exploiter. Donc, effectivement, ces ressources, on est en début d'année, elles sont sélectionnées par l'enseignant, mais il est certain qu'au fur et à mesure, on peut aussi conduire l'étudiant à, justement, si on recoupe avec le travail de veille, à apprendre à sélectionner également ces ressources. L'obtention des résultats escomptés, ce qu'on cherche à atteindre, qu'on va vérifier avec les indicateurs d'évaluation des compétences, c'est donc la capacité pour l'étudiant à expliquer le rôle du notaire de façon rigoureuse, avec clarté dans le cadre de la tâche.
Et ensuite, la phase de prise de recul. Donc, comme vous disiez, Viviane, finalement, la période notamment où on peut réfléchir à la constitution du portfolio permet également cette prise de recul, mais également du temps, à la fin d'un certain nombre d'activités, de se poser avec l'étudiant et de voir où est-ce qu'il en est dans son acquisition de la compétence. Et ensuite, ce qu'on espère, et c'est l'objectif, c'est d'arriver à faire le transfert dans d'autres situations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'étudiant est capable d'expliquer le rôle du notaire dans le cadre de la présentation de sa formation, il est tout à fait en mesure de l'expliquer dans le cadre d'un dossier de contrat préparatoire ou de désunion ou autre. Donc, c'était pour rappel ce que je vous avais présenté. De ce fait, on va donc repartir sur l'extrait donc, du guide d'accompagnement et on va s'arrêter sur cette activité 1 qui est donc consacrée à l'explication aux clients du statut d'officier public ministériel et de la mission de service public du notaire. Et l'idée, c'était de travailler sur cette première compétence, comprendre le principe de délégation de la puissance publique. Donc l'objectif, c'est de vous montrer la démarche qu'on a adoptée pour proposer donc cette séquence de cours, en partant, comme on a dit ce matin, à la fois des éléments que l'on retrouve dans le référentiel et des éléments que l'on retrouve dans le guide d'accompagnement. Pour un bref rappel, dans le guide d'accompagnement du bloc 1, il est également constitué sur la même logique que les autres parties qui ont déjà été évoquées. On retrouve d'abord le cadre général, des repères essentiels à maîtriser par l'étudiant, et ensuite on y retrouve donc des conseils didactiques et pédagogiques de mise en œuvre de l'activité et de mise en situation professionnelle. Donc là, nous sommes donc dans le référentiel. On est revenu un instant sur le référentiel. Donc pour la démarche pédagogique et didactique, donc je pars sur la première activité, donc. Et donc je vais travailler sur les étudiants vont donc découvrir la mission de service public du notaire et son utilité donc dans le traitement du dossier des clients. Ensuite, pour ce faire, donc on garde en ligne de mire les compétences. Donc notre compétence à valider ici, bien sûr, donc les différentes activités et les mises en situation proposées vont donc leur permettre de comprendre le principe de délégation de la puissance publique au notaire. Alors, concernant les indicateurs d'évaluation de compétences, donc l'objectif, c'est qu'à la fin de la première tâche, les étudiants sont évalués en situation sur les indicateurs suivants. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas sur tous les indicateurs de l'activité 1. Donc ici, notamment, j'ai sélectionné les 3 indicateurs suivants. L'explication du rôle du notaire, l'identification des règles de déontologie, l'identification des différents métiers du notariat. Et les étudiants sont invités à s'auto-évaluer progressivement également. Parce que l'idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'à la fin c'est vrai qu'on fonctionne en séance et en séquence. On ne peut pas considérer qu'à la fin d'une séance, la compétence est acquise. On va donc au fur et à mesure intégrer un système d'évaluation progressive et aussi ça permet à l'étudiant de voir qu'il peut progresser au fur et à mesure de la formation. Ensuite, les savoirs associés. Concernant les savoirs associés, donc là, pour cette première partie, les savoirs mobilisés sont la mission de service public, les prestations notariales, les règles déontologiques, la communication sous toutes ses formes, les métiers de collaborateur de notaire et puis la notion d'acte notarié. Alors, pour ce faire, donc pour cette première tâche, donc pour la présentation, donc
Voilà la mise en situation de départ. Hein. Donc, vous êtes stagiaire au sein de l'étude 1317 notaire à Palaiseau. Et donc, vous effectuez votre premier temps de formation en milieu professionnel. Donc, c'est une didactisation puisque les étudiants ne sont pas encore allés en stage. On se situe vraiment à la rentrée. Il faut vraiment considérer qu'on est à la rentrée en septembre. Donc, ce stage d'observation a pour objectif de vous faire découvrir le statut d'officier public et ministériel du notaire et sa mission de service public, l'organisation et le fonctionnement d'une étude. Donc, vous travaillez auprès de Madame Nawel Fattah. Donc, alors, il faut savoir que, à titre personnel, je fais le choix de travailler dans une étude qui n'est pas fictive, parce que c'est une étude avec laquelle on travaille depuis de longues années. Il y a mon notaire dans cette étude, à titre personnel. Et Nawel Fattah a la particularité d'être mon ancienne étudiante, donc promotion 2013, et elle y est collaboratrice de notaire. Et elle accepte vraiment très gentiment de faire un certain nombre d'actions auprès de la classe. Et donc, je travaille beaucoup avec elle. Et donc, parce qu'en fait, certes, c'est une activité didactisée, mais qui aura quand même... Nawel va vraiment valider le travail des étudiants et leur faire un retour. Donc, c'est une situation, certes didactisée, mais les étudiants vont réellement être en relation et auront réellement un regard extérieur de cette tutrice à distance. Donc, elle est collaboratrice de notaire au service droit de la famille. Et votre tutrice vous accompagne dans cette découverte, la finalité étant de vous permettre, donc vous comprenez, j'ai repris en fait la compétence à acquérir, comprendre le principe de la délégation de puissance publique du notaire dans le système juridique français, afin d'être capable d'assurer la présentation de la mission de service public du notaire et son utilité dans le traitement du dossier au client. Donc ça, c'est la situation de départ. De ce fait, pour faire acquérir cette compétence, la première situation donnée est la suivante. Donc, je demande aux étudiants de faire une action de communication pour l'étude. Alors, qu'on soit bien clair, hein, la communication dans une étude, il y a la communication institutionnelle, elle doit être validée par le CSN. Donc, on est bien conscient que ce n'est pas un étudiant qui va rédiger une plaquette informative qui va être mise dans l'accueil d'une étude, mais justement, je veux qu'ils comprennent qu'ils intègrent une profession réglementée et que même si le notaire est chef d'entreprise, donc même la plaquette déposée dans son étude doit, en tout cas en termes de communication, et tant qu'elle représente la profession, doit respecter les règles de déontologie. Et donc, eux, ils vont rédiger un document, mais en réalité, ce document est entouré d'un cadre réglementaire et législatif très contraignant. De ce fait, l'Office souhaite renouveler la documentation à destination de ses clients disponible sur les présentoirs de la salle d'attente. Votre mission consiste à rédiger une nouvelle plaquette d'information à destination de sa clientèle sur le rôle du notaire et les activités de l'Office. Votre tutrice a déterminé différentes sous-tâches et sélectionné une base documentaire pour vous accompagner dans la réalisation de cette mission. Donc, à ce jour, c'est moi qui ai sélectionné les ressources documentaires, bien sûr, et elles ont été didactisées. Attends, Viviane, s'il te plaît, tu peux revenir sur le petit plus. Donc ici, voilà. Alors, pour ce faire, une grille d'auto-évaluation des compétences est distribuée et expliquée aux étudiants en début de séance pour leur permettre de se familiariser avec l'évaluation par compétences. Donc, je leur fais faire un travail préalable. Donc, vous serez évalué en compétences durant vos 2 années de formation. Vous prenez connaissance de la grille, qui est une ressource, on va la voir tout à l'heure. Identifiez les éléments et les critères d'évaluation. Je précise bien, hein, c'est une ressource inspirée des documents déposés pour le cycle commun sur EduScol. Voilà, c'est un exemple. Donc, je vais vous la présenter après. Pour les indicateurs d'évaluation, en fait, je vous avais expliqué que ces indicateurs d'évaluation sont donc précisés dans ma fameuse grille, et avec les étudiants, on va travailler sur la notion de différents degrés de maîtrise
de la compétence. Voilà. Alors, donc je vous dis, seront auto-évalués donc par l'étudiant et l'enseignant au fur et à mesure, puis en fin de séquence ou séance au choix de l'enseignant. Et les mises en situation et les tâches doivent permettre une mise en pratique professionnelle pertinente, permettant d'évaluer ces indicateurs. Donc, je vous ai mis exemple suite de la séance, des tâches simples, parce que pour l'enseignement par compétences, pour accompagner progressivement l'acquisition de la compétence, on invite à classer les tâches en tâches simples, tâches avec choix d'opération et tâches en totale autonomie. Donc là, par exemple, les tâches simples, ce sont finalement des tâches très classiques que vous faites déjà faire à vos étudiants, c'est-à-dire de la lecture de documents, extraire des informations de documents ou croiser des documents. Voilà, on est sur des choses que les étudiants savent très bien faire à ce stade en tant qu'élèves. Au niveau 4... Donc sur les savoirs à mobiliser, donc là les ressources documentaires, je vais vous montrer. Donc c'est ce qu'on a évoqué ce matin et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le bloc 1. On a finalement une palette de ressources documentaires très très large, à la fois des documentaires professionnels, la documentation donc législative, réglementaire. On a tout ce qui est iconographie, vidéo, etc. Extrait d'actes authentiques. Voilà, on a quand même un panel possible de sources documentaires pour le bloc 1. Et au fur et à mesure aussi que les étudiants reviendront de stage, donc c'est certain qu'au niveau de la deuxième année pour le bloc 1, les documents aussi que les étudiants pourront ramener de stage seront une source documentaire très très riche, et également les éléments qui sont évoqués dans le bloc 2 et 3. Donc voilà pour vous montrer. Alors j'avais rappelé donc l'utilisation de la taxonomie de Bloom pour formuler les actions des étudiants, puisque on va au fur et à mesure complexifier pour les amener à des tâches d'analyse. C'est notre objectif en tant que collaborateur, de les amener vers les tâches les plus enrichissantes et qui nécessitent pour eux plus de réflexion. De ce fait, je vous propose un extrait de la séquence. Alors, je travaille essentiellement de façon dématérialisée sur Pearl Trees, qui est donc une plateforme qui a intégré donc les outils pédagogiques de l'éducation nationale. À titre personnel, dans mon établissement, je l'ai sur mon ENT au lycée. Donc à la base, c'est un outil de curation qui était très utilisé mais justement dans le milieu artistique, où on pouvait comme ça créer des collections pour garder souvenir d'un certain nombre d'informations qu'on souhaite. Il est très utilisé pour faire de la veille, donc je vous le conseille notamment pour accompagner sur le bloc 7 par exemple vos étudiants pour faire la veille juridique. Moi j'ai fait le choix d'en faire un usage pédagogique complet, c'est-à-dire que je l'utilise vraiment pour mes cours parce j'ai longtemps travaillé en format classe inversée. Et j'avais besoin, d'autant plus lorsqu'on a eu le confinement en mars 2020, j'avais besoin d'un outil qui me permette de continuer cette classe inversée. Avant, j'utilisais tout simplement le dossier documentaire de l'ENT au lycée, tout simplement. Et donc, je faisais ma classe inversée avec ça. Et puis, lorsqu'on a été confiné en mars 2020, j'étais perdue, j'étais bloquée parce que je ne souhaitais pas utiliser le Drive puisque ce n'est pas RGPD et que ça nous a été totalement déconseillé. Et on a eu donc accès à Pearl Trees via l'ENT et c'est ainsi que j'ai commencé à l'utiliser. Donc la séquence, elle est construite à peu près comme elle sera donnée aux étudiants à la rentrée prochaine. Il y a encore des choses à finir, mais je veux dire la présentation comme ils l'auront, elle se présente comme ça. Donc Viviane, vous voyez, vous avez 3 cases parce que c'est des collections, c'est ce qu'on appelle des collections. Donc, Viviane, s'il te plaît, si tu peux cliquer sur la première, merci. Donc la première collection. Pour commencer, je leur propose, je rappelle toujours, j'ai rappelé ici
les objectifs du dossier et ici donc notre objectif principal, c'est la capacité à présenter la mission de service public du notaire, du dossier. Et ici, je leur dis, pour construire cette compétence, ce parcours vous propose différentes situations professionnelles dans le cadre de la découverte du fonctionnement d'une étude notariale. Alors, durée du parcours, explication grille et texte, j'ai choisi de le faire en classe entière, 1 heure en classe entière, parce que... alors, il y a 2 choses. Il y a un coût à l'entrée, comme on dit. Moi, je vais vivre 2 coûts à l'entrée, à la rentrée en septembre. Premier coût, c'est de former les étudiants à l'utilisation de Perl Trees. C'est une réalité. Je perds un peu de temps à la rentrée, mais le gain après obtenu sur les échanges que je peux avoir avec eux et la flexibilité et surtout leur usage de l'outil numérique font que j'accepte ce coût à l'entrée. Et le deuxième coût à l'entrée que je prévois, c'est vraiment de leur faire intégrer la conception de l'évaluation par compétences et qui va irriguer finalement notre diplôme, l'évaluation au fil de l'eau. Je veux vraiment qu'à la rentrée, ils comprennent qu'ils peuvent progresser. Donc, je fais faire le choix au début de travailler cette notion. Et puis, je travaille aussi en classe coopérative avec des systèmes de badge. Donc, certains étudiants qui sont tuteurs des autres, notamment j'ai des tuteurs sur les liquidations parce que j'ai certains élèves qui ont moins d'appréhension sur les chiffres et ils deviennent tuteurs. Et donc, j'ai aussi une petite formation de tuteurs au fur et à mesure, ceux qui acceptent d'être tuteurs, dérangés ou pas, il y a des codes. Mais c'est un coût à l'entrée, mais qu'on rattrape. Je peux vous l'assurer, on le rattrape en aisance et en qualité des échanges dans la classe. Donc, pour la situation 1, alors nous sommes, c'est vrai que c'est une vision personnelle, donc nous sommes pour l'instant dans une section dédoublée. Donc, pour le bloc 1, ce sera donc 1 heure en classe entière et 2 heures en TD. Donc, les premières tâches sont calibrées pour 2 heures de TD. Donc, pour la mise en situation professionnelle. Donc, ici, pour poursuivre, donc je leur mets, donc vous êtes donc stagiaire et c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est ce que je vous ai présenté dans le Geniali. Donc il travaille auprès de Madame Fata. Donc ici vous serez évalué, voilà, très bien. Donc on peut passer, c'est la grille et donc voilà la grille. Comme ça on va pouvoir la regarder, mais voilà. Mais je dis bien, ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'a pas été invalidé par l'inspection. C'est vraiment un projet, c'est une réflexion. Mais par contre les critères sont ceux validés pour le socle commun sur EduScol. Donc, de ce fait, pour cette première compétence, il y a 4 niveaux donc à atteindre pour estimer le niveau d'acquisition: insuffisant, fragile, satisfaisant, très bonne maîtrise. Et Viviane, s'il te plaît, si tu descends, ces éléments sont expliqués dans le tout en bas. Encore. Voilà. Donc ici, ce sont les éléments du socle commun. Qu'est-ce que c'est un niveau débutant, insuffisant, donc lacune importante. L'étudiant a besoin d'aide majeure répétée, un fort accompagnement, rare réussite. L'étudiant n'adapte pas ses ressources à sa nouvelle situation. L'étudiant ne sait pas mobiliser ses acquis de manière adéquate. Et donc l'étudiant exerce ses compétences uniquement dans des tâches simples ou des travaux guidés. Ce qui est important là dans ce qui est présenté, peut-être de revenir un peu au-dessus, c'est moins la grille que sa structure. Parce qu'en fait, les grilles de compétences, vous allez devoir vous les approprier. Ce que vous avez sur une grille de compétences, il faut toujours que vous ayez un nombre pair non multiple de 3. Pourquoi ? Parce que si on est... Mais c'est comme dans le commercial, pour ceux qui viennent des formations commerciales. Si vous avez 3, vous tombez toujours sur en cours d'acquisition. Mais en cours d'acquisition, on ne sait pas si on a commencé l'acquisition ou si on est en train de la terminer. Donc il nous faut toujours un nombre pair pour qu'on puisse trancher et pas un multiple de 3. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans ce qui n'est pas acquis, mais vous allez toujours vous retrouver dans la deuxième colonne sur 6, par exemple. Vous allez voir que la deuxième colonne sur 6, elle va être très utilisée, et la
5e colonne sur 6, elle va être également très utilisée. Donc vous êtes sur 4, vous êtes sur 8, mais vous n'êtes pas sur 3 ou sur 6. Parce qu'il faut que vous tranchiez. Et trancher, c'est prendre une décision. Et en tant qu'enseignant, c'est là où vous avez votre valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous devez donner un signal à votre étudiant. Est-ce qu'il est plutôt côté négatif ou est-ce qu'il est plutôt côté positif, même s'il est en chemin. Voilà. Après, vous avez les compétences. Vous voyez que les compétences, je suis capable de, ça c'est vous qui allez les donner. Ça peut être les indicateurs d'évaluation qui peuvent vous aider, mais vous pouvez aussi vous trouver vos propres indicateurs. Et puis, ce qui est important, alors là, on avait la grille générique, qui est effectivement une grille qui est produite sur EduSchool, mais ce qu'il va falloir pour que vos étudiants comprennent, c'est que vous puissiez trouver des éléments objectivables qui leur permettent de se situer sur tel ou tel palier. Donc si on va en fait sur la deuxième partie de la grille, non, encore là où il y avait les couleurs, voilà. En fait, je suis capable d'expliquer le rôle du notaire. Le niveau 1, ben, il dit rien. Je caricature un peu. Hein. Le niveau 2, de dire que c'est une profession réglementée. Mais qu'est-ce qu'il dit plus? Pas grand-chose. Niveau 3, il y aurait peut-être le début de la notion d'un service public. Et puis niveau 4, peut-être. Hein. Et puis niveau 4, on serait vraiment sur un discours ou sur une production qui permet d'englober la totalité de ce que peut réaliser un notaire, peut-être aussi avec la dimension d'accompagnement. Et vous voyez que derrière, l'étudiant a besoin d'aide majeure, ponctuelle. En fait, vous pouvez y mettre des choses beaucoup plus objectivables et concrètes qui vont vous permettre ensuite de les évaluer ou qu'eux puissent s'auto-évaluer. Mais effectivement, on rentre dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on sort d'une logique de demi-point, quart de point, pour arriver sur une logique de profil. C'est-à-dire qu'à terme, vous allez quand même, éventuellement, vous allez quand même mettre des notes à un moment donné. Mais ces notes, elles seront plus obtenues exactement de la même manière. Voilà. Et c'est pas une bonne idée, pour ceux qui seraient tentés, qui manieraient Excel avec une grande dextérité, de me transformer les cases en chiffres. Ce qui fait qu'à la fin, finalement, si je suis là, ça me fait 0,25, et puis si je suis là, ça me fait 0,75. Vous voyez? Puis qu'à la fin, il y a une 5e colonne là, hop, tout retourne, et puis à la fin, vous avez la colonne totale. C'est pas tout à fait la logique des compétences. Mais la tentation est forte. Donc, je lui tords le cou tout de suite. Voilà. Parce que derrière, vous allez avoir des profils, mais ça, vous le savez intuitivement. Mettez-vous dans la situation du conseil de classe ou quand vous êtes en train de rédiger vos bulletins. Vous savez bien que derrière un 12, vous avez différents profils, que derrière un 8, vous avez différents profils. Voilà. Vous leur mettez la même note, mais derrière... Bon. Et quelquefois, vous avez des sentiments inverses. Vous leur mettez la même note, mais ça grince aux entournures parce que finalement, vous auriez bien mis un petit peu plus ou vous auriez bien mis un petit peu moins. Avec ces grilles-là, vous allez retrouver cette liberté-là. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi, mais c'est une autre manière d'appréhender l'évaluation. Donc, effectivement, comme vous a dit Anne, là, ici, cette grille, moi, ce sont les compétences, c'est celles que j'ai identifiées pour cette séquence, cette séance. D'accord? Et effectivement, si vous entrez dans la compétence différemment, vous déterminerez cette première colonne finalement parce que vous aurez... Et puis, les étapes, peut-être que vous allez découper la séquence différemment de moi. Donc, vous allez... finalement, déterminer cela. Alors, ce qui est intéressant, tu peux descendre dans le document, et c'est pour ça que je vous disais, il y a un coût,
Il y a un coût, c'est la rétro-analyse. Il y a un coût, je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour l'acquisition de la compétence, rappelez-vous mon petit cercle, le BOTERF, le feedback est plus que nécessaire, plus qu'important. De ce fait, il faut un temps où l'étudiant va quand même se poser et se dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je sais faire, et à l'enseignant ensuite d'évaluer. Donc vous voyez, moi je me dis, il y aura une analyse sur la maîtrise de la compétence et aussi sur la maîtrise des savoirs. La compétence est faite de savoir. Si je n'ai pas les savoirs, je ne peux pas valider cette compétence. Donc c'est ce qui peut prendre du temps, et faire le bilan, soit en fin de séance, ça me paraît ambitieux, mais au moins en fin de séquence pour pouvoir évoluer. Et je me dis que de toute façon, le travail du portfolio va nécessiter à un moment ou un autre de se mettre une rigueur sur ce travail. Pour pouvoir... Oui, je t'en prie. Ouais, non, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la logique du portfolio. Ça veut dire qu'un étudiant peut très bien, effectivement, avoir un niveau insuffisant, fragile à un moment, et on peut revenir dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre, évidemment. C'est la logique du fil de l'eau. Ça veut dire qu'on peut reproposer une autre activité, une compétence peut être de nouveau travaillée, et donc l'étudiant a vocation, effectivement, à améliorer ses croix, pour faire simple, et donc à améliorer son profil. C'est important parce que parfois, quand je discute avec les professeurs que je suis, il y a cette conception un petit peu qui existait dans d'autres BTS, un petit peu statique, vous savez, avec des situations d'évaluation définies. On est convoqué au 3 mai pour passer son oral de CCF, etc. Là, on n'est pas dans cette logique. On est bien dans une logique de progression. On peut repasser. C'est quand même beaucoup moins... Enfin, je trouve que c'est pour les étudiants, c'est quand même beaucoup plus confortable. Peut-être que ça donne un peu plus de travail encore aux enseignants. En étant, totalement. Voilà. Objectivement, je pense. Totalement. Merci Viviane. Donc, je vais vous présenter très rapidement quand même le déroulé de la séquence, et ensuite on va passer à l'activité si vous voulez bien. Alors ensuite, on a très rapidement des tâches simples. Donc la mission consiste à rédiger des plaquettes, et si vous voulez, là vous avez les ressources que je vais donc exploiter pour faire ce travail, pour les emmener mais avant qu'on rédige la plaquette, il faut remplir la case à savoir. Et pour remplir la case à savoir, je passe par un certain nombre de ressources. D'abord, l'analyse QQO-QCP qui a toujours son utilité pour qu'ils comprennent la tâche qui leur est confiée. Et ensuite, la ressource 3, c'est donc le site de l'étude. Donc, ils vont pouvoir aller, puisque leur situation professionnelle se situe à l'étude. Ils sont stagiaires fictifs à l'étude, donc ils doivent aller prendre un certain nombre d'informations. Et en fait, c'est par le prisme de l'étude qu'ils découvrent le rôle du notaire en réalité. Donc ensuite, je leur ai remis la ressource organigramme de l'étude. Et ensuite, ils ont une vidéo ressource sur le rôle du conseil du notaire, donc une vidéo du CSN. Ensuite, on retrouve ressource 6, Viviane. Là, c'est un extrait de l'ordonnance de 1945. Et là où vous voyez des petites questions, je leur mets des questions et ils doivent répondre aux questions Mais là, par exemple, Marie-Odile Marchand disait ce matin, il faut leur permettre d'ouvrir le code. Là, je leur fais pas ouvrir le code puisque c'est moi qui ai extrait l'ordonnance et j'ai positionner en plus les questions à l'endroit où je veux qu'ils aillent regarder. Mais effectivement, l'objectif après, c'est qu'ils auront le code même en bloc 1. Donc c'est ça. Alors ensuite, les autres ressources, c'est la définition de la mission de service public, c'est la présentation des professions juridiques et judiciaires, et notamment les officiers ministériels et publics. Si tu passes en ressource 8, Viviane. Ensuite, en ressource 9, pour un peu d'historique, cette vidéo qui est toujours efficace sur les notaires au Châtelet, l'histoire du notariat et des notaires de Paris. Et je vous présente la ressource 10 et 11 rapidement. Tu peux revenir en arrière un instant. Ici, la ressource 10, c'est un travail qu'ils vont faire en binôme et commencer à synthétiser les éléments de la ressource. Et c'est à partir de ces éléments qu'ils vont en fait pouvoir avoir les billes pour rédiger leur infographie. Et donc, je leur prépare ce document, mais on peut le faire sur l'ENT, on peut faire, mais bon, c'est vrai que j'ai une façon de travailler qui fait que, ils doivent remplir ce document. Le dernier, je leur mets une consigne audio.
Pourquoi ? Parce que j'attends qu'ils fassent la même chose. Tu peux la lancer 2 minutes, oui, c'est pas très long. Parce que j'attends qu'ils fassent la même chose. Bonjour à tous. Bien, nous avons achevé cette première partie du travail sur la découverte du rôle du notaire en tant qu'officier public et ministériel. Je vous invite, après le travail que vous avez fait de pré-synthèse à l'aide de la ressource 10, à proposer un enregistrement de votre explication sur les éléments que vous avez retenus à ce stade. Je vous propose. Donc en fait, je leur mets souvent des consignes audio comme ça pendant l'année. Ils vont s'enregistrer en fait sur Pearl Trees. On peut s'enregistrer directement. Et donc moi, je leur demande de m'expliquer à ce stade ce qu'ils ont retenu. Pourquoi ? C'est de cette façon que j'entre la compétence communication. Apprendre à expliquer, comme a dit Viviane tout à l'heure, tu l'as mieux dit. Si je peux expliquer, c'est que j'ai compris. Quelque chose comme ça. Et ils me déposent, mais ça, ils le font en individuel à la maison pour ceux qui sont timides. Et comme ça, ils commencent à préparer la capacité à expliquer aux clients le rôle du notaire. Donc vous voyez, on y va en fait par étapes avant d'arriver à l'exercice vraiment. Et enfin, pour finir, il y a les tâches au choix de la procédure. Et là, on rentre quand même dans des choses beaucoup plus complexes. Ils doivent synthétiser en groupe, faire un tableau. Là, je leur mets de l'extrait du règlement national, intercours, de l'extrait du guide de la communication du CSN de 2019, c'est quoi une plaquette de communication, un document sur le legal design, des exemples d'infographie, parce que c'est ce que je vais leur demander à la fin. Et puis, je les forme à l'outil. C'est comment on fait une infographie. Et puis, quelle durée pour tout ça ? Alors, donc, la première... Je pense que c'est une question c'est ça la question. La première partie, c'est 2 heures. Honnêtement, c'est des questions-réponses, si vous regardez bien. Et ensuite, pour les tâches complexes, c'est 4 heures. D'accord ? Alors, chers collègues, je vais vous rassurer, mais c'est parce que le temps avance. C'est quelque chose que j'ai éprouvé. Parce que si j'avais le temps de vous démontrer toute la séquence, il rédige une infographie, ensuite il fusionne entre les groupes, parce que moi je n'envoie à Nawel que 2 infographies, parce que je ne vais pas lui donner autant de travail. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils sont mis en équipe et doivent se mettre d'accord pour fusionner leurs infographies et obtenir, entre guillemets, la meilleure. Et c'est les 2 dernières qui sont en compétition, qui partent chez mon ancienne étudiante et elle me renvoie et on en choisit une. Et les 2 équipes sont mises en situation de communication pour avancer les mérites de leur infographie, mais surtout expliquer la démarche de rédaction. C'est ça le bloc 1 aussi. J'explique ma démarche et c'est aussi préparer le portfolio. Voilà, chers collègues.